La crise de 1929 a durement touché l'Allemagne et mis au chômage plus de 6 millions de personnes. Ouvriers, paysans, classe moyenne, toutes les classes sociales exaspérées perdent confiance dans la jeune démocratie parlementaire. Cette désaffection envers les partis traditionnels profite au Parti national-socialiste, le NSDAP. Aux élections de 1930, il obtient 18,3% des voix et à celles de 1932, 37,3%. Avec 230 élus, le parti d'Hitler est devenu le premier parti d'Allemagne. Soutenu par le haut patronat et les élites de l'Ancien Régime, Hitler postule à la chancellerie du Reich. Malgré ses réticences, Hindenburg obtempère et le nomme chancelier le 30 janvier 1933. Dans le nouveau gouvernement, Wilhelm Frick est nommé ministre de l'Intérieur. Hermann Göring, sans portefeuille, devient ministre de l'Intérieur en Prusse. Les conservateurs, majoritaires dans le gouvernement, pensent encore pouvoir influer sur la politique d'Hitler. Une erreur fatale, car il ne faudra que quelques mois pour que le nouveau chancelier mette au pas l'Allemagne. L'incendie du Reichstag, perpétré le 27 février 1933 par les nazis, mais imputé aux communistes, est le fallacieux prétexte pour suspendre les libertés constitutionnelles. De nombreux opposants, communistes, socialistes ou libéraux, sont arrêtés et bientôt déportés dans les nouveaux camps de concentration administrés par les SS. Le 24 mars, un nouveau pas est franchi. Le Reichstag accorde à Hitler les pleins pouvoirs pour 4 ans. Seuls les sociodémocrates ont voté contre. Avec la capitulation du Parlement, c'est la fin de l'état de droit en Allemagne. Hitler s'attaque à la structure fédérale du Reich et supprime l'autonomie des Länders. Le 2 mai, il impose aux syndicats l'affiliation obligatoire au nouveau front du travail contrôlé par les nazis. L'épuration sévit aussi dans les milieux culturels. Le 10 mai, des étudiants nazis jettent au feu dans un immense auto-da-fé quelques 20 000 ouvrages d'écrivains juifs, communistes ou tout simplement hostiles au régime. Une mise en scène macabre organisée par le très efficace ministre de l'Information et de la Propagande, Joseph Goebbels. Le Parti communiste, le KPD, est interdit en mars 1933. Puis c'est le tour du Parti socialiste en juin. Les autres formations prononcent bientôt leur autodissolution. À la mort d'Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler cumule les fonctions de président et de chancelier du Reich. Soldats et fonctionnaires doivent prêter serment de fidélité au Führer. La rupture est consommée avec l'ancien ordre constitutionnel. En traversant pour la première fois l'Atlantique Sud, Jean Mermoz achève la ligne de l'Aéropostale. Montevideo, la capitale de l'Uruguay, accueille la première Coupe du monde de football. À New York, on inaugure un symbole, l'Empire State Building, le plus haut gratte-ciel du monde. Las Vegas, 1931. Des milliers de chômeurs américains se ruent vers la petite ville du Nevada. C'est que le barrage Hoover, qui retient les eaux du Colorado, risque fort d'amener la prospérité dans cet État le plus aride des États-Unis. La centrale électrique, construite sur ce qui est alors la plus grande retenue d'eau artificielle du monde, doit bientôt alimenter une grande partie du sud des USA et les innombrables néons de la future capitale du jeu. Las Vegas, fondée par les Mormons, n'a guère changé jusqu'à l'arrivée en 1905 de la ligne de chemin de fer Salt Lake Railway. La construction du barrage en 1931 lui ouvre les portes d'une prospérité inédite, d'autant plus insolente que le pays est en crise. La folie du jeu s'empare de la ville, et avec elle ses déviances, corruption et prostitution.
Opportuniste, l'État du Nevada, qui devine là une source de profit des plus rentables, légalise les jeux de hasard en 1931. Il n'en faut pas plus pour attirer casinos, tripots et autres salles de jeu. Tous les joueurs du pays se pressent vers ce qui est pour eux un véritable paradis. C'est à visage découvert qu'ils peuvent se livrer à ce que l'Amérique puritaine condamne comme un vice. Les jeux, c'est aussi la vie nocturne, les bars, les spectacles de music hall. À Las Vegas, qui avec ses strass et ses paillettes est devenu sa propre caricature, l'argent est roi. Au bois de Vincennes à Paris, le ministre Paul Reynaud inaugure l'exposition coloniale. Le gangster américain Al Capone est condamné à 11 ans de prison pour fraude fiscale. Le nageur olympique Johnny Weissmuller est choisi pour interpréter Tarzan au cinéma. Malgré la crise économique mondiale, les 3e Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid, dans l'État de New York, sont ouverts dans la bonne humeur. Décidément, les États-Unis savent donner d'eux l'image d'un pays jeune. En patinage de vitesse, l'Américain Irvin Jaffe évince ses concurrents et remporte les 5000 et 10 000 mètres. L'équipe américaine, conduite de main de maître par Billy Fisk, distance facilement ses adversaires et arrive première dans l'épreuve de bobsleigh à 4. Pour la 2e fois consécutive, la gracieuse norvégienne Sonja Henie gagne la médaille d'or en patinage artistique. En juillet 1932, c'est le vice-président des États-Unis qui ouvre en personne à Los Angeles les 10e Jeux olympiques d'été. C'est un stade comble et enthousiaste qui accueille les 1400 sportifs de 37 nationalités différentes. Avec un record de 49,49 mètres, l'Américain John Anderson remporte la médaille d'or au lancer de disque. Le coureur polonais Janusz Kuchowski gagne l'épreuve du 10 000 mètres. C'est encore les États-Unis qui s'illustrent au saut en longueur. Ed Gordon franchit les 7,64 mètres. Le président de la République française, Paul Doumer, est assassiné à Paris. En se lançant à plus de 7000 mètres d'altitude, la championne de parachute Lola Schroeter bat un nouveau record. Le romancier anglais Aldous Huxley fait paraître Le meilleur des mondes, un ouvrage pessimiste et visionnaire sur les temps modernes. Le 4 mars 1933, le nouveau président des États-Unis, le démocrate Franklin Delano Roosevelt, prend ses fonctions à la Maison-Blanche. Lors de sa campagne électorale, il avait annoncé que seul un New Deal, une nouvelle donne, pouvait sortir les États-Unis de la récession économique. Depuis le krach de 1929, le pays s'est enfoncé dans la crise. En 1932, c'est la paralysie. L'argent ne circule plus, la production chute dangereusement et le nombre des chômeurs dépasse bientôt le chiffre vertigineux de 15 millions. La crise agricole a fait fuir des campagnes des milliers de fermiers qui viennent encore grossir les rangs des demandeurs d'emploi.
Avec le New Deal, Roosevelt tourne une page dans l'histoire des États-Unis. À l'encontre de l'orthodoxie libérale bien ancrée dans la mentalité des élites américaines, le nouveau président défend l'intervention de l'État dans la vie économique. Dès le mois de mars, il lance un premier train de mesures pour rétablir les finances du pays paralysées par l'endettement. L'Agricultural Adjustment Act ainsi que la Farm Credit Administration de Henry Morgenthau permettent aux fermiers d'obtenir des prêts avantageux et de lever les lourdes hypothèques contractées auprès des banques. Roosevelt remet au travail l'Amérique en lançant des grands travaux dont le plus fameux restera dans les mémoires celui de l'aménagement de la Tennessee Valley. Avec la loi sur le redressement industriel, le National Industrial Recovery Act, adopté en juin 1933, Roosevelt va encore plus loin dans l'interventionnisme du gouvernement fédéral. Cette loi instaure à la fois le contrôle de la concurrence, le salaire minimum et la liberté syndicale des travailleurs. Le New Deal ouvre ainsi une ère que Roosevelt veut d'une plus grande justice sociale. L'assurance vieillesse et invalidité est créée à l'échelon fédéral, tandis que des subventions sont données aux États pour secourir financièrement les sans-travail. Si le New Deal n'a pas eu d'effet miraculeux sur la crise, il a sauvé l'économie libérale et donné à l'État un caractère plus social et plus juste. Réélu largement en 1936, Roosevelt incarne désormais la démocratie américaine. Le Vatican commémore les 1900 ans de la mort du Christ. En Chine, les Japonais évacuent les territoires occupés au sud de la Grande Muraille. À New York, le boxeur Max Schmeling est mis KO au 10e round par son adversaire Max Baer. En décembre 1939, après plus d'1 an de tournage, la superproduction hollywoodienne Autant en emporte le vent sort sur les écrans d'Atlanta. Ce film culte, adapté d'un roman sudiste, sera le film le plus rentable de l'industrie cinématographique américaine. Clark Gable et Vivien Leigh deviennent l'un des couples les plus célèbres du 7e art. Avec M. le Maudit, son premier film parlant, Fritz Lang signe un chef-d'œuvre du film noir. L'étonnante composition de l'acteur Peter Lorre dans le rôle du meurtrier, les scènes de traque par la pègre de Berlin et le réalisme stylisé des décors font de M. le Maudit un film dont le suspense, authentique, ne doit pas cacher la peinture d'une société allemande au bord du gouffre. Feuer, die Stimme, die Qual. En 1926, la rencontre de Stan Laurel et Olivier Hardy promet d'entrer dans la légende du cinéma. Jouant sur le contraste des caractères et des silhouettes, ce tandem du comique américain déchaîne par sa maladresse des catastrophes en tout genre. Le public est conquis et le couple devient vite inséparable.
Autre chef-d'œuvre du cinéma, L'Ange bleu de Joseph von Sternberg, qui sort sur les écrans en 1930. Vedette du film, la jeune Marlène Dietrich. Inconnue jusque-là, elle invente par son interprétation sensuelle et fascinante un nouveau style féminin, la femme fatale. À ses côtés, Emil Jannings joue à la perfection la déchéance d'un notable autoritaire, le professeur Unrat. Violette Nozière, accusée du meurtre de ses parents, est arrêtée à Paris. En France, c'est le premier tirage de la toute récente Loterie nationale. L'écrivain André Malraux reçoit le prix Goncourt pour son livre La condition humaine. Rome, juillet 1933. Le vice-chancelier allemand, Franz von Papen, négocie avec le cardinal Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, un concordat entre le Reich et le Saint-Siège. Par cet accord, l'Allemagne s'engage à protéger la liberté du culte catholique sur son territoire. En contrepartie, le Vatican assure au Reich la fidélité de ses représentants en leur interdisant tout engagement politique. Un accord utile à Hitler pour dissoudre quelque temps plus tard les syndicats et partis politiques d'obédience catholique. Ce ralliement de l'Église catholique est un atout considérable pour le national-socialisme. Interlocuteur reconnu des puissants de ce monde, Hitler en retire prestige et légitimité. Consciente de l'infériorité de ses forces, Hitler veut gagner du temps en affichant une volonté de régler pacifiquement la question des minorités allemandes. Il signe ainsi en janvier 1934 un accord de non-agression avec la Pologne. Hitler n'en est pas à son premier coup d'éclat diplomatique. L'Allemagne s'est déjà retirée de la Société des Nations et de la conférence sur le désarmement à Genève. C'est par des accords bilatéraux sapant ainsi le système de sécurité européen qu'Hitler entend mener la politique étrangère du Reich. Nouveau rebondissement en juin 1935. Berlin et Londres signent un accord naval autorisant l'Allemagne à armer une flotte à hauteur de 35% de la force navale britannique. Par cet accord, l'Angleterre reconnaît implicitement le réarmement du Reich en violation du traité de Versailles et brise ainsi le front anti-allemand élaboré en avril avec la France et l'Italie à la conférence de Stresa. Et tandis que les usines réarment désormais le pays au grand jour, Hitler veut faire encore illusion en accueillant à Berlin en 1936 les Jeux Olympiques d'été. Quelques mois encore et l'opinion internationale sera fixée sur l'impérialisme agressif du régime nazi. L'homme d'affaires français Alexandre Stavisky est retrouvé mort abattu d'une balle de revolver à Chamonix. La première traction avant, la 7 chevaux, sort des usines Citroën. À Paris, le zoo de Vincennes ouvre ses portes. Malgré la grande crise, les sociétés occidentales emboîtent le pas aux grands frères américains et basculent doucement dans l'âge de la consommation de masse.
L'aspirateur est le premier appareil ménager à entrer dans les foyers européens. Aux USA, les robots en tout genre et le réfrigérateur proposé par la General Motors sont déjà d'un usage courant. La culture du surgelé fait déjà des adeptes outre-Atlantique. Les loisirs ont eux aussi évolué. La radio est devenue un équipement courant et la famille se réunit bientôt autour du poste pour écouter les nouvelles. Au début des années 30, ce sont aussi les premières émissions d'un média destiné à un bel avenir, la télévision. En 1932, la BBC diffuse pour la première fois une revue de chansonniers. Aux USA, ce sont les débuts de la NBC, la National Broadcasting Corporation, bientôt suivie par son concurrent CBS, la Columbia Broadcasting System, qui diffuse un programme hebdomadaire, la Revue du Monde. Avec les premiers congés payés, les vacances et la plage ne sont plus réservées aux élites du pays. La haute société voit d'ailleurs d'un mauvais œil les bords de mer, envahis, dit-elle, par les ouvriers en casquette. Mais c'est pour une génération entière l'occasion de manifester son goût de l'action et sa passion du sport. C'est bien dans la mode et dans le costume que se forge la nouvelle image féminine des temps modernes. Paris habille toujours la haute société internationale avec les griffes prestigieuses de Patou, Chanel ou Molineux. Le goût s'affine, s'épure comparé aux extravagances de la décennie passée. Mais si dans les années 1930, la majorité des femmes ont appris à s'habiller, il reste aux mondaines pour se démarquer le manteau de fourrure dont le prix reste exorbitant. Tropique du cancer, le premier livre du romancier américain Henry Miller fait scandale. Il est interdit aux États-Unis. Le chancelier autrichien Engelbert Dollfuss est assassiné à Vienne par des groupes nazis. Le paquebot américain, le Morro Castle, sombre au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. En octobre 1934, débute une véritable odyssée des temps modernes, la longue marche des communistes chinois. Encerclés par les troupes du Kuomintang, ils partent de la région du Jiangxi pour rejoindre à pied à 12 000 km de là le nord-ouest du pays. À la mort de Sun Yat-sen en 1925, Chiang Kai-shek lui succède à la tête du Kuomintang. Inquiet de l'influence grandissante du Parti communiste, son ancien allié dans la reconquête du pays, le nouveau dirigeant chinois rompt brutalement avec lui en avril 1927 et l'exclut du Kuomintang. Quelques jours après, Chiang Kai-shek couvre une répression sanglante où sont massacrés de nombreux syndicalistes et communistes. Les rescapés du Parti communiste chinois se replient vers les campagnes, dans une région réputée d'accès difficile, les montagnes du Jiangxi. C'est là que le 7 novembre 1931, il proclame la République soviétique chinoise. Chiang Kai-shek ne peut laisser peser au centre même du pays cette menace sur son gouvernement et entreprend de liquider ses adversaires communistes. 5 campagnes militaires viennent à bout de la résistance communiste qui, encerclée, quitte le Jiangxi pour s'enfoncer dans les montagnes de l'Ouest. Trois armées, soit au total 130 000 soldats, se mettent en route vers le nord du pays. Chu De, Chou Enlai et Mao Tse-tung encadrent ce grand exode long de 12 000 km. La route est difficile, semée d'embûches. L'avancée est souvent interrompue par les attaques du Kuomintang. Ils arrivent dans la province de Guizhou. À la conférence de Chunyi en janvier 1935, une assemblée élargie au bureau politique, Mao Tse-tung voit ses thèses approuvées contre celles des bolcheviks. Nommé président du comité central, son autorité est confirmée à la tête du Parti communiste chinois. La longue marche reprend, traversant la province du Yunnan pour atteindre enfin celle du Shenxi. Le 20 octobre 1935, Mao et ses compagnons entrent dans la ville de Yangan.
Sur les 130 000 partants, il ne reste que 20 000 rescapés. Si la longue marche a montré la détermination de l'armée rouge, elle a aussi été un puissant outil de propagande dans les campagnes chinoises. Mais les combats ne sont pas finis. La menace japonaise se précise. Il faudra attendre la fin des années 1940 pour que les Chinois posent les armes. L'Union soviétique entre à la Société des Nations. Le roi Alexandre de Yougoslavie et le ministre des Affaires étrangères français Louis Barthou sont assassinés à Marseille. Le roman de 4 sous connaît un véritable succès populaire. Le 2 mars 1932, le fils du célèbre aviateur Charles Lindbergh est enlevé aux États-Unis. Malgré les recherches et une rançon de 50 000 $, le jeune enfant âgé de 20 mois reste introuvable. Ce n'est que 2 mois plus tard qu'un conducteur de poids lourd découvre le cadavre du petit garçon. En septembre 1934, la police arrête Bruno Richard Hauptmann. Les numéros des billets de banque versés par la famille ont servi d'indice. Malgré l'absence de preuves, l'accusé sera jugé coupable et exécuté. En 1930, l'administration anglaise n'a toujours pas répondu à la volonté d'émancipation de la population indienne. À la tête du mouvement de désobéissance civile, celui que l'on appelle le Mahatma Gandhi. À la fois chef spirituel et réformateur social, ce fervent avocat de la non-violence refuse que le nationalisme indien verse dans le fanatisme. Il organise des marches pacifiques pour protester contre les impôts et taxes fixés par l'administration anglaise. Relâché de prison, il se rend en Europe en 1931. Mais la table ronde organisée à Londres est un échec. L'Angleterre refuse à l'Inde le statut de dominion. Les heurts reprennent entre colons anglais et nationalistes indiens. La crise de 1929 a profité à l'extrême droite française. Les ligues, et en particulier le mouvement du colonel de la Roque, les Croix de Feu, affichent leur xénophobie, leur antisémitisme et leur haine de la République. La récente affaire Stavisky apporte de l'eau à leur moulin. L'extrême droite appelle à une manifestation antiparlementaire devant le Palais Bourbon. Le 6 février, jour où le nouveau gouvernement Daladier demande la confiance des députés, les ligues convergent vers la Concorde et menacent l'Assemblée. La manifestation tourne à l'émeute. Jets de pierre, coups de feu, les heurts avec la police ne s'arrêteront que tard dans la nuit. Il y a une quinzaine de morts, de nombreux blessés. Daladier donne sa démission dès le lendemain, Doumergue le remplace bientôt au pouvoir. À gauche, on appelle à la création d'un front antifasciste. C'est la préfiguration du Front populaire de 1936. À Daytona Beach, en Floride, le pilote britannique Malcolm Campbell établit 4 nouveaux records du monde. Le géophysicien américain Charles Francis Richter met au point une échelle de mesure pour les tremblements de terre. Au Havre, le paquebot français le Normandie fait sa première sortie en mer. Le 3 octobre 1935, les troupes italiennes traversent la frontière éthiopienne. Pour le duce Benito Mussolini, l'heure est venue de reconstituer cet empire romain auquel il fait si souvent référence.
Dès son arrivée au pouvoir en 1922, le dictateur italien ne cache pas son révisionnisme, la volonté de modifier en faveur de son pays les accords de paix signés à Versailles. Une première entrevue avec Hitler en 1934 à Venise ne débouche sur aucun accord concret, mais conforte sans doute la mégalomanie des deux dictateurs. En décembre 1934, un incident frontalier entre la Somalie italienne et l'Éthiopie fournit à Mussolini le prétexte pour régler par la force la question éthiopienne. L'Italie envoie ses contingents en février 1935. La France, comme la Grande-Bretagne, reste discrète. Elles ne veulent pas mettre en péril le front anti-allemand qui sera entériné à la conférence de Stresa 2 mois plus tard. 4 jours après le début de l'offensive italienne, la Société des Nations condamne l'agression et vote des sanctions économiques. Exécutées à contre-cœur, elles ne gêneront pas l'Italie qui déclenche une nouvelle offensive avec force, moyens et renforts. Le 5 mai 1936, les troupes italiennes entrent dans Addis Abeba, tandis que le Négus se réfugie à Londres. Le 9, le royaume d'Italie annexe l'Éthiopie, dont le roi Victor Emmanuel III prend le titre d'empereur. Pendant la guerre, l'Allemagne a apporté son soutien à l'Italie en lui fournissant en abondance les matières premières nécessaires. Le renversement des alliances est patent et fin 1936, Mussolini annonce la création d'un axe Rome-Berlin. Le Japon, à son tour, rallie le nouveau bloc qui oppose désormais fascisme et démocratie. Le 11 décembre 1937, le Duce annonce le retrait de l'Italie de la Société des Nations. Le chorégraphe et danseur Serge Liffard reçoit un accueil enthousiaste à l'Opéra de Paris. À New York, les premiers alcooliques anonymes proposent de s'entraider pour lutter contre leur dépendance à l'alcool. Ferdinand Porsche présente le prototype de la Volkswagen, la future et célèbre coccinelle. Le 13 mars 1930, à l'observatoire de Flagstaff, en Californie, l'astronome Clyde Tombaugh découvre une nouvelle planète dans le système solaire. En 1915 déjà, Lowell et Pickering avaient supposé son existence bien au-delà de Neptune. Baptisée Pluton, cette nouvelle planète est distante du Soleil de quelques 5 913 millions de kilomètres, soit 4 fois plus que la Terre. La recherche avance de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Les recherches en physique anatomique du couple de physiciens français Frédéric et Irène Joliot-Curie progressent à grands pas. Les deux savants mettent en évidence la radiation produite par le bombardement sur un métal léger des particules alpha. Ils participent ainsi à l'identification du neutron réalisé par l'anglais James Chadwick. La découverte de cette particule va permettre à l'allemand Werner Heisenberg de préciser la structure du noyau atomique. En décembre 1938, les physiciens allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann réalisent la première fission de l'atome d'uranium. L'histoire de l'énergie atomique peut commencer. Les chimistes font eux aussi des découvertes qui vont bouleverser la vie quotidienne. Georg Wick met ainsi au point, en le soumettant à une forte chaleur, un chlorure de polyvinyle résistant qui peut trouver de nombreux débouchés industriels.
En 1937, le chimiste américain Wallace Hume Carothers développe au laboratoire DuPont de Nemours une fibre synthétique, elle aussi très résistante. Annoncée en 1938 par l'industriel américain, elle est destinée à remplacer la soie. Son nom, le nylon. Dès l'année suivante, les premiers bas synthétiques font leur apparition sur le marché. Le roi George V d'Angleterre meurt à l'âge de 70 ans. Édouard VIII lui succède sur le trône. Une vague de froid touche les États-Unis. Les chutes du Niagara sont prises dans la glace. En Égypte, le jeune Farouk, âgé de 16 ans, succède au roi Fouad, décédé. Nous serons un gouvernement de biens publics. Le 4 juin 1936, le socialiste Léon Blum, nouveau président du Conseil, forme un gouvernement d'union des gauches où entrent radicaux et socialistes. Le Parti communiste refuse sa participation, mais accorde son soutien au nouveau ministère. La crise économique de 1929 n'a pas épargné la France. Les gouvernements successifs sont impuissants à redresser la situation du pays. Les ligues d'extrême droite profitent du mécontentement des classes moyennes. La vie politique française semble se radicaliser vers les extrêmes. Le 27 juillet 1934, les socialistes et les communistes signent un pacte d'unité d'action pour combattre le fascisme. Un an plus tard, les radicaux les rejoignent. C'est la naissance du Front populaire, dont le programme commun, assez flou sur les réformes de structure, est connu en janvier 1936. La victoire de la coalition de gauche aux élections de mai 1936 soulève en France un véritable mouvement d'espérance. Plus de 2 millions de travailleurs se mettent en grève et occupent les usines pour saluer l'événement. Une fois au pouvoir, Léon Blum doit remettre la France au travail. Dès la nuit du 7 au 8 juin, patronat et syndicats signent à l'hôtel Matignon les accords du même nom. Les deux parties s'entendent sur l'établissement immédiat de conventions collectives dans les entreprises et sur des hausses de salaire. Le gouvernement fait aussi voter les lois limitant à 40 heures le temps de travail hebdomadaire et accordant aux salariés 15 jours de congés payés par an. Mais le Front populaire, passé le premier enthousiasme, ne résiste guère à l'usure du temps. Léon Blum est attaqué par les radicaux qui lui reprochent d'aller trop loin et par les communistes qui lui reprochent le contraire. La guerre civile espagnole est un autre motif de désaccord. Blum se rallie à la position anglaise et invite les grandes puissances à rester neutres, ce que ne respecteront ni Hitler ni Mussolini. Se heurtant à l'intérieur au mur de l'argent et au refus du Sénat de lui accorder les pleins pouvoirs, Léon Blum remet sa démission le 22 juin 1937. En France, la scolarité est prolongée jusqu'à 14 ans. À San Francisco, on inaugure ce qui deviendra l'emblème de la ville, le Golden Gate Bridge. Très touché par les accusations de la presse d'extrême droite, le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, se suicide. Le 6 février 1936, c'est l'ouverture à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne des 4e Jeux olympiques d'hiver. Plus de 1000 participants vont tenter d'illustrer les couleurs de leur pays. Au saut, le Norvégien Birger Ruud remporte pour la 2e fois consécutive une médaille d'or bien méritée. Le couple de patineurs allemands Maxi Herbert et Ernst Bayer est sans conteste le plus talentueux de cette épreuve artistique. Le combiné slalom descente est lui aussi remporté par un Allemand, le skieur Franz Pfnür. Ich
C'est en grande pompe qu'Hitler ouvre à Berlin le 1er août 1936 les 11e Jeux olympiques d'été. Les quelques 4069 athlètes défilent devant les 100 000 spectateurs venus pour la plupart soutenir les représentants du Reich hitlérien. Le Führer ne peut laisser passer cette occasion pour faire dans le plus pur décorum nazi la propagande de la nouvelle Allemagne. Rien n'a été laissé au hasard, et le stade gigantesque illustre la volonté de puissance d'un pays revenu de ses humiliations d'hier. La surprise des Jeux vient d'un noir américain, Jesse Owens. L'idéologie raciste de l'Allemagne nazie ne l'empêche pas de faire de véritables prouesses aux 100 et 200 mètres, au saut en longueur et au relais 4 x 100 mètres. Quatre médailles d'or consacrent le coureur le plus rapide du monde. Tilly Fleischer remporte au lancer de javelot la première médaille d'or allemande. Au saut à la perche, c'est l'Américain Earl Meadows qui bat le record du monde avec 4,35 m. L'exposition internationale ouvre ses portes à Paris. L'explosion aux États-Unis du zeppelin transatlantique allemand Hindenburg signe l'arrêt de mort du dirigeable comme moyen de transport de passagers. À Francfort, c'est la première du Carmina Burana du compositeur allemand Karl Orff. Dans les grandes villes américaines, l'architecture a résolument adopté un tournant moderniste. Fonctionnels, les nouveaux buildings dressent leurs silhouettes de béton, de verre et d'acier. Ce style, dit international, a déjà ses références comme le McGraw Building ou le Rockefeller Center de New York. En Allemagne, Hitler est un farouche adversaire de ce qu'il appelle l'art dégénéré, c'est-à-dire toutes les grandes œuvres de ce brillant début de siècle. Le Reich hitlérien commande des œuvres monumentales inspirées d'un néoclassicisme pompeux qui célèbre la puissance et l'ordre d'un pays mis au pas. En peinture, l'art officiel, d'un réalisme douteux et toujours orienté politiquement, veut chasser de la mémoire allemande tous les grands peintres de Weimar, un Gross, un Dix, un Kandinsky. En France, c'est la grande époque du surréalisme et de ses folies anticonformistes. C'est au-delà du réel qu'un Salvador Dali, un André Breton ou un Max Ernst puisent leur inspiration. Avec ces artistes, l'irrationnel devient roi. Les Japonais envahissent la Chine et menacent bientôt Pékin. À Paris, c'est le procès de la Cagoule, une organisation clandestine d'extrême droite. Grande première à Carnegie Hall, le temple new-yorkais de la musique qui accueille les premiers orchestres de jazz avec le clarinettiste Benny Goodman. Le 29 septembre 1938, les chefs de gouvernement britanniques, italiens, français et allemands signent les accords de Munich.
Chamberlain, Mussolini, Daladier et Hitler se mettent d'accord sur le retour des Sudètes dans le giron allemand. Le grand perdant de ces accords, la République tchécoslovaque, amputée de quelques 29 900 km². Sans avoir été invitée à cette conférence, la jeune République doit laisser 3,7 millions de ses habitants rejoindre le Reich. Dès le 1er octobre, les troupes allemandes occupent les Sudètes. L'évacuation des populations commence. Hitler avait déjà eu l'occasion de mesurer la passivité des démocraties occidentales avec l'entrée des troupes allemandes le 7 mars 1936 dans la zone rhénane démilitarisée. Il récidive le 13 mars 1938 en annexant l'Autriche. Consultée, la population autrichienne approuve à la quasi-unanimité l'Anschluss et se rallie à la devise nazie « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Depuis 1919, les Sudètes sont rattachés à la Tchécoslovaquie. Dans cette région frontalière, la population allemande est très importante. Dès 1933 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le parti allemand des Sudètes, fondé par Konrad Heinlein, affiche haut et fort ses revendications séparatistes. La crise est ouverte. Les puissances occidentales interviennent. Chamberlain suggère au gouvernement tchèque de négocier avec Heinlein. En septembre, le dirigeant britannique rencontre Hitler à Berchtesgaden et Gottsberg. Le Führer campe sur ses positions belliqueuses. Les accords de Munich ont évité la guerre de justesse. Mais ils ne sont pour Hitler qu'un signe de lâcheté des démocraties occidentales. Plus rien ne peut freiner désormais son appétit impérialiste. À Paris, les surréalistes font scandale avec leur première grande exposition internationale sur le faubourg Saint-Honoré. La France décide de supprimer le bagne. Aussi populaire en France qu'à Hollywood, le chanteur Maurice Chevalier sait prodiguer à ses nouveaux auditeurs son inébranlable optimisme. Le meurtre du dignitaire nazi Ernst von Rath à Paris par un jeune juif de 17 ans sert de prétexte à Hitler pour perpétrer le pogrom le plus violent jusque-là contre les juifs. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1938, les juifs sont persécutés par les SS sur tout le territoire. 91 sont tués et plus de 35 000 déportés dans des camps de concentration. Maisons détruites, magasins saccagés, synagogues incendiées, cimetières profanés. La police n'intervient pas et laisse la violence nazie se déchaîner. La population, quant à elle, ne réagit pas et cautionne par son silence les brutalités et les exactions des SS. Cette nuit sanglante, que l'on a appelée la nuit de cristal, préfigure l'extermination systématique des Juifs. L'antisémitisme est consubstantiel au Parti national-socialiste allemand. Dès sa naissance, le NSDAP affiche une idéologie raciale où le juif est dénoncé comme celui qui, par sa seule présence, dénature la race aryenne. C'est dans Mein Kampf qu'Hitler développe les thèses antisémites qui deviendront bientôt officielles. Dès la prise de pouvoir par les nazis, la persécution des juifs devient un trait permanent du régime. En avril 1933, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, lance une campagne de boycott des magasins juifs. Elle est suivie immédiatement par une épuration de la fonction publique et l'instauration d'un numerus clausus dans les universités. En 1935, un nouveau pas est franchi. Les lois raciales de Nuremberg, adoptées au nom de la protection du sang et de l'honneur allemand, instaurent une ségrégation draconienne. Les Juifs sont déchus de leurs droits de citoyens, ce qui permet aux nazis de faire bientôt main basse sur leurs biens. L'accès aux lieux publics leur est interdit, de même que l'exercice d'une profession libérale ou artistique. Pendant les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, les Juifs allemands connaissent un court moment de répit, mais le pogrom de novembre 1938
est un pas de plus franchi par Hitler dans l'horreur de ce qu'il appellera bientôt la solution finale. En Turquie, le dictateur éclairé Mustafa Kemal meurt des suites d'une mauvaise grippe. L'écrivain américain Pearl Buck reçoit le prix Nobel de littérature. Les Allemands Hans Bethe et Karl von Weizsäcker expliquent séparément l'énergie stellaire par un processus de fusion nucléaire d'hydrogène et d'hélium. Barcelone, le 26 janvier 1939. Les troupes nationalistes placées sous le commandement du général Franco entrent dans la capitale de la Catalogne. C'est la fin d'une guerre civile qui aura duré près de 3 ans et la chute de la République espagnole. Les difficultés économiques et sociales du pays se sont traduites depuis la fin de la Première Guerre mondiale en de violents affrontements droite-gauche. En 1936, c'est un front populaire des partis de gauche qui a été porté au pouvoir. La tension monte et les militaires tentent le coup de force contre le gouvernement. Le putsch, préparé de longue date, éclate au Maroc le 17 juillet 1936 dans la garnison espagnole de Melilla. Le soulèvement sous la direction du général Franco s'étend rapidement à l'Espagne. L'ouest du pays passe sous le contrôle des insurgés. Mais les putschistes qui marchent maintenant sur Madrid au son de « Espagne, réveille-toi » rencontrent la résistance inattendue du gouvernement et de la population organisée en milices de défense républicaine. L'insurrection est menacée. C'est sans compter sur l'aide des dictatures allemandes et italiennes qui soutiennent les fascistes espagnols. Pour Hitler, comme pour Mussolini, la guerre d'Espagne sert de terrain d'expérimentation des conflits à venir. En septembre 1936, 27 États se réunissent à Londres dans un comité international de non-intervention et s'engagent à ne fournir aucun matériel à l'Espagne. Mais l'Allemagne et l'Italie passent outre et continuent leur livraison. L'Union soviétique se saisit du prétexte pour apporter aux républicains espagnols l'aide militaire que leur refusent les démocraties occidentales. La République espagnole trouve un appui supplémentaire dans les brigades internationales, des formations de volontaires venus nombreux des pays occidentaux pour soutenir la lutte antifasciste. Parmi eux, les écrivains Hemingway ou Orwell. Malgré la supériorité militaire des insurgés, Madrid résiste. Franco concentre alors ses troupes au nord du pays, une des régions les plus riches d'Espagne. Le 26 avril, il reçoit l'aide de l'aviation allemande qui bombarde la ville basque de Guernica. C'est un massacre. 1500 civils, femmes et enfants sont tués. Au fil des mois, les franquistes gagnent du terrain. En avril, ils atteignent Lérida, puis Vinaros, sur la Méditerranée. La Catalogne est coupée du reste de l'Espagne républicaine. À l'automne, la victoire de l'Ebre ouvre à Franco la voie vers Barcelone. C'est la fin de la guerre civile et le début de la dictature en Espagne. L'écrivain français Jean-Paul Sartre publie son roman La nausée. Mariage de rêve aux USA, le pays où tout est possible. Werner von Braun et Ernst Heinkel présentent le premier avion à réaction.
Le 1er septembre 1939, un navire allemand ouvre le feu sur un promontoire devant Danzig. Sans déclaration de guerre, les armées allemandes pénètrent en Pologne. Quelques jours plus tard, les Polonais capitulent devant la supériorité tactique de la Blitzkrieg allemande. C'est pour Hitler le début de la conquête vers l'Est de l'espace vital. Dans un premier temps, l'Allemagne nazie souhaite se rapprocher de la Pologne contre l'Union soviétique. Les deux pays signent en janvier 1934 un pacte de non-agression. Contre le rattachement de Danzig au Reich, Hitler promet à la Pologne des territoires en Ukraine soviétique. En mars 1939, le gouvernement polonais refuse d'entendre parler d'un retour de Danzig à l'Allemagne. Il est soutenu par la Grande-Bretagne et la France qui garantissent ses frontières. En riposte, Hitler dénonce l'accord anglo-allemand sur la flotte et le pacte de non-agression avec la Pologne. Il dira ainsi au commissaire de la Société des Nations à Danzig, Karl Burkhardt, « Ce que j'entreprends est dirigé contre l'Union soviétique. Si l'Ouest est trop aveugle pour le comprendre, je serai contraint de m'entendre avec les Russes, de vaincre l'Ouest avec eux, puis de rassembler toutes mes forces pour me retourner enfin contre eux. » Le rapprochement avec l'Union soviétique ne tarde pas. À la stupéfaction des capitales occidentales, le ministre des Affaires étrangères allemand von Ribbentrop et son homologue russe Molotov signent au Kremlin le 23 août le pacte germano-soviétique. Un accord qui définit aussi les sphères d'influence des deux pays en Europe centrale et orientale et règle le partage de la Pologne entre les deux États. Le régime nazi justifie son agression par de soi-disant sabotages perpétrés par des Polonais. C'est un nouveau mensonge. 2 jours après l'attaque allemande, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, meurt en exil à Londres. En France, le Parti communiste est déclaré hors la loi. En Anatolie, un tremblement de terre fait plus de 20 000 victimes. Le roi d'Angleterre, Édouard VIII, abdique. C'est le Premier ministre Stanley Baldwin qui annonce le 10 décembre 1936 devant la Chambre des communes la décision du monarque. La population anglaise ne pardonne pas au roi sa liaison avec Wallis Simpson, une américaine 2 fois divorcée, et le Parlement ne veut entendre parler de mariage. Le roi renonce au trône. Une abdication qui soulage aussi tous les Britanniques scandalisés par l'attitude amicale du nouveau roi vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne. Rome, le 2 mars 1939. Une fumée s'élève au-dessus de la chapelle Sixtine, annonçant au monde la nomination d'un nouveau pape. Les cardinaux viennent en effet d'élire, pour succéder à Pie XI, décédé, le cardinal secrétaire d'État Eugenio Pacelli, bien connu pour ses talents de politicien et de diplomate. Le 30 octobre 1938, au soir, un vent de panique souffle sur l'est des États-Unis. À l'origine de cette psychose, l'émission de radio de la Columbia Broadcasting, L'invasion de Mars, écrite et racontée par un jeune comédien inconnu, Orson Welles. Invasions by mythical monsters from the planet Mars. Bonjour mesdames, bonjour messieurs.
ne s'use que si l'on s'en sert. Avec le cinéma parlant, les publicitaires n'hésitent plus à jouer sur les textes, les bons mots. Mais mademoiselle, vous plongez en gaine? Vous allez dans l'eau avec une gaine? Évidemment, puisque c'est une gaine scandale. Je peux laver ma gaine tous les jours si ça me plaît. D'autres n'ont pas peur de montrer les nouveaux dessous de ces dames. Scandale. Est une scandale, une vraie scandale. N'en point porté, voilà qui scandalise. Il n'est qu'une gaine, et c'est la gaine scandale.
content du tout, là. Enfin, il a fait ce qu'il a pu. Hein. À mon avis, c'est gouré de touches. Jean-Christ, c'est la touche à côté, là. Bon, les vertus du jeûne. Alors, allez, si vous jeûnez...